Karl Marx, il rêvait d'un monde plus juste, sans l'oppression des classes sociales. Aujourd'hui, nous allons parler de Karl Marx. Ce grand philosophe, né en 1918 dans une ville qui fait aujourd'hui partie de l'Allemagne, mais qui à l'époque appartenait au royaume de Prusse. La maman de Karl Marx était une ménagère qui appartenait à une famille prospère de marchands et de rabbins. Son père était avocat, mais il a été contraint de se convertir au christianisme pour pouvoir exercer sa profession, en raison du fait que, à l'époque, en Prusse, les lois antisémites interdisaient aux Juifs d'exercer la profession d'avocat. Le père de Marx est décrit dans plusieurs biographies comme un homme intelligent, prospère et libéral. Un homme éclairé qui a éduqué ses enfants dans les valeurs de la Révolution française. Ici, on se réfère à la liberté et surtout à la liberté de penser. Ceci revient à parler de la liberté, égalité et fraternité. Alors, de Karl Marx, nous savons qu'il manifeste un grand intérêt pour la lecture, en particulier pour la philosophie et la littérature. Le père de Karl Marx pensait que le jeune Karl Marx pourrait suivre ses traces et devenir avocat, mais cela ne s'est pas produit. Marx n'était pas du tout intéressé par les études. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sa vie universitaire s'est déroulée en deux étapes, ou alors en deux temps. La première étape est une période de fête et d'amusement. Ici, Karl Marx était incontrôlable. Alors, à partir de ses 17 ans, Karl Marx était inscrit à l'université de Bonn. Mais il passait beaucoup de temps dans les bars, causant des troubles et ayant même des problèmes avec la police. Alors ses parents, très inquiets de la situation, ont décidé de changer d'université et de ville au jeune Karl Marx. Alors, ils l'inscrivent à l'université de Berlin. Et cette deuxième étape sera caractérisée par une formation politique et révolutionnaire dans cette université. En fait, à l'université de Berlin, Karl Marx rencontre un professeur très spécial dans sa vie. Il s'agit du professeur Bruno Bauer. Bruno Bauer, philosophe et théologien, est à l'époque le philosophe le plus imposant ou le plus important de toute la Prusse. Pour mieux comprendre l'évolution de Karl Marx, à partir de son professeur Bruno Bauer, il est essentiel de revenir sur la philosophie de Hegel, de savoir ce qui se passait en Prusse à cette époque-là. C'était quoi l'apport de Bruno Bauer au sein de cette société? J'y reviens. En fait, il est très difficile de résumer la philosophie de Hegel en quelques lignes. En fait, sa philosophie est très complexe, mais l'une des idées principales de la philosophie de Hegel est la suivante. Hegel pense que l'histoire de l'humanité est une histoire de progrès constant. Et que, grâce à ce progrès constant, le temps viendra où l'humanité sera en mesure d'atteindre ses objectifs. Le temps viendra où l'humanité aura réalisé toutes les avancées possibles en termes de culture politique et d'éducation, de progrès et de sciences. Alors, revenons un peu sur le plan politique, parce que sur ce plan, il y a deux façons d'interpréter cette idée. Il y a une interprétation conservatrice et une interprétation révolutionnaire. Pour les conservateurs de l'époque, la Prusse avait déjà atteint cet état de progrès maximal auquel Hegel se référait. Et donc, plus rien n'était dû ni dans le système politique, ni dans le système économique. Pour eux, tout changement dans ces domaines ne serait pas une amélioration, mais une dégradation. Le royaume de Prusse était la preuve que l'humanité avait déjà atteint son plein potentiel. Et que il ne lui restait plus qu'à se défendre, et à préserver
ce qui avait été réalisé et d'attendre que le reste du monde rattrape son retard. Alors Bruno Bauer, qui a initié Marx à la philosophie hégélienne, ne pensait pas ainsi. Bruno Bauer appartenait à un groupe d'hégéliens qui avait une interprétation révolutionnaire des idées de Karl Marx. Alors, pour les révolutionnaires hégéliens, l'histoire de l'humanité est bien une histoire d'amour, une histoire de progrès. Oui, en cela, ils sont d'accord avec les conservateurs, mais leur conception de l'humanité et de ses institutions est différente. L'humanité et ses institutions n'ont pas encore atteint le degré de plénitude qu'ils ont atteint dans leur compréhension de l'humanité et ses institutions. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer de ne pas conserver les institutions de l'Union européenne. C'est pourquoi nous devons nous efforcer non pas de conserver les choses telles qu'elles sont, mais de les changer, de les améliorer, d'améliorer le système. Il s'agit de changer les choses pour améliorer le système politique, pour améliorer le système économique, pour faire une révolution dans les arts, les sciences, les lois et tout cela avec l'intention d'atteindre cet état de plénitude qui exécute ce qu'on appelle l'esprit absolu. C'est ainsi que Marx sera formé à cette seconde interprétation. En fait, il voit qu'en Europe et dans le reste du monde, il y a encore beaucoup de pauvres, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'injustice, beaucoup d'oppression. Il considère que notre système politique et économique a encore beaucoup d'influence. Il suppose que notre système politique et économique peut encore être amélioré. Pour lui, la révolution industrielle a permis la production de masse, c'est-à-dire de nombreux biens. Mais comme s'il s'agissait d'une blague cruelle, de nombreux travailleurs de l'industrie ont été victimes de la crise. De nombreux travailleurs qui produisaient ces biens, ils n'avaient même pas de quoi vivre. Dans les usines où travaillaient les enfants, les conditions de sécurité étaient inexistantes. Les heures de travail dépassaient les 12 heures et il n'y avait pas de jour de repos pour les travailleurs. Pendant que les grands capitalistes amassaient des fortunes, les travailleurs manquaient, c'est-à-dire de soins de santé, de nourriture et de logements décents pour leur famille. C'est le sentiment qui anime l'œuvre de Marx, l'indignation et la révolte, un système économique qui place l'enrichissement au-dessus de la dignité humaine. Après avoir obtenu son diplôme de philosophie, Karl Marx s'est tourné vers le journalisme, l'écriture et bien sûr l'activisme politique. De ses tranchées, il est parvenu à produire ce qui est peut-être la meilleure description de l'économie capitaliste et a d'ailleurs fait une proposition pour surmonter le système capitaliste. Et qu'on le veuille ou non, les idées qui émergent de son travail continuent d'avoir une énorme influence sur la politique. Mais quelles sont les critiques du système capitaliste? Quels sont les liens que Karl Marx a observés entre le capitalisme et la religion? Et quelle est sa proposition pour un meilleur mode de production? Alors, dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à ces questions. Nous commencerons par sa proposition d'un meilleur mode de production. Les modes de production à travers l'histoire. Et parlant des modes de production à travers l'histoire, un mode de production est pour le marxisme la manière dont les êtres humains s'organisent pour satisfaire leurs besoins. Un mode de production que nous connaissons aujourd'hui dans la plupart des pays est une version du capitalisme. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le capitalisme
en tant que mode de production n'existe que depuis 500 ans environ. Et nous, en tant qu'Homo sapiens, anatomiquement modernes, avons été les premiers à nous organiser pour satisfaire nos besoins. En tant qu'Homo sapiens modernes, nous parcourons cette planète depuis environ 200 000 ans. Donc, si nous prenons un pourcentage rapide, nous pourrions dire que le capitalisme ne représente que 0,25% de l'histoire de l'humanité. Ce qui nous amène à nous demander comment nos ancêtres s'organisaient pour satisfaire leurs besoins. Comment faisaient-ils avant si le capitalisme n'existait pas? Faire un rappel historique et distinguer les trois principaux modes de production qui ont précédé le capitalisme, à savoir la communauté primitive, l'esclavage et l'économie de marché. Alors, pour mieux comprendre tout ceci, nous allons d'abord commencer avec la communauté primitive. Et puis, nous allons parler aussi de l'esclavage et le féodalisme. En fait, c'est quoi la communauté primitive? C'est quoi l'esclavage et le féodalisme? Et pour répondre à cette question, notons d'abord que la communauté primitive est la première façon dont les êtres humains se sont organisés pour répondre à leurs besoins. Pour satisfaire nos besoins alimentaires, par exemple, nous nous marions, nous pêchions, nous cueillions des fruits. Vous voyez que la caractéristique la plus importante de ces stades est le fait qu'il n'y avait pas encore d'agriculture ou d'élevage. Il n'y a pas encore de classe sociale. Il n'y a pas encore d'être humain qui exploite un autre être humain. Et c'est là parce qu'il n'y a pas encore d'excédent de production susceptible d'être approprié par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de surplus de nourriture. Il n'y a pas de surplus de ressources. On ne produit que ce que la communauté va consommer. Les maisons à habiter sont construites. Seule la quantité nécessaire de vêtements est fabriquée. Il faut dire que les conditions matérielles à ces stades sont difficiles. Il n'y a pas d'abondance. On ne produit que ce qui est juste, suffisant et nécessaire. Parfois moins. Mais avec le temps, l'homme apprend à cultiver, à élever les animaux, à améliorer ses outils et ses techniques de pêche, et il commence à développer des méthodes, c'est-à-dire de conservation des aliments. Et c'est grâce à elle que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les sociétés peuvent produire plus de nourriture et d'outils que nécessaires pour survivre. C'est ce qu'on appelle le surplus ou l'excédent économique. Mais le surplus économique est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, les communautés peuvent désormais produire plus que ce dont elles ont besoin pour vivre. D'un autre côté, il y a des personnes qui parviennent à s'approprier ce surplus économique qui a été produit par la communauté et ils vont l'échanger et le vendre à leur profit. C'est ainsi qu'émergent les premières classes sociales. Ceux qui ont, parce qu'ils se sont appropriés, et ceux qui n'ont pas, parce qu'ils ont été volés. Et c'est là que l'on voit le passage à un nouveau mode de production, c'est-à-dire l'esclavage. Alors, parlons un peu de l'esclavage. Dans l'esclavage, il existe deux classes sociales principales, les esclavagistes et les esclaves. Les esclavagistes sont ceux qui ont pris possession de la terre, qui ont pris possession des ressources naturelles et l'exploitent. Les esclavagistes sont ceux qui ont pris possession de la terre, qui ont pris possession des ressources naturelles
exploite les esclaves afin de transformer ces ressources en biens. Les esclaves n'ont aucun droit de propriété sur quoi que ce soit, mais, ironiquement, ce sont eux qui produisent tout. Les esclaves sont ceux qui cultivent et récoltent la terre. Ce sont eux qui élèvent le bétail. Ce sont eux qui cuisinent. Ce sont eux qui construisent. Et c'est grâce à eux que les propriétaires d'esclaves ont la possibilité de s'engager dans d'autres activités telles que la politique, le commerce, les arts, les sciences et la philosophie. C'est grâce à l'esclavage que les grandes cultures de l'Antiquité ont été forgées. Les grandes cultures de l'Antiquité sont les Égyptiens, les Phéniciens, les Babyloniens, les Grecs et les Romains, pour n'en citer que quelques-unes. Mais le problème qui se pose lorsque vous avez des esclaves, c'est que, pour une raison ou une autre, ils ne se sentent pas très motivés pour augmenter leurs revenus. Ils ne se sentent pas très motivés pour augmenter leur productivité. Ils ont commencé à prendre la mauvaise habitude de se rebeller contre l'oppression. Ils faisaient des émeutes. Ils causaient beaucoup d'ennuis. Ils causaient beaucoup de problèmes. Et lorsque les rébellions d'esclaves ont commencé à devenir incontrôlables, il était alors, simplement, il est devenu nécessaire de réfléchir à la manière de les contrôler. Il est devenu nécessaire de penser à un nouveau mode de production dans lequel les esclaves, alors les exploités, pourraient continuer à être exploités, mais où ils pourraient avoir les conditions minimales de liberté pour calmer leur rébellion, leur esprit rebelle. Et c'est ainsi que nous arrivons au féodalisme. Alors, parlant du féodalisme, le mode de production caractéristique du Moyen-Âge en Europe, en fait, il n'y a plus d'esclavagistes et d'esclaves. Les exploiteurs ne sont plus appelés seigneurs féodaux, et les exploités s'appellent désormais serfs. Les seigneurs féodaux étaient des proches du roi, des membres de la noblesse qui, en échange des faveurs qu'ils accordaient à la couronne, pouvaient recevoir un traitement de faveur. Des centaines ou des milliers d'hectares de terre. Mais comme nous le savons, la terre ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas de personnes capables de la gérer. La terre ne sert pas à grand-chose si l'on n'a pas de personnes capables de la travailler. Et c'est là que les serfs entrent en jeu. Les serfs étaient des personnes dépossédées, des paysans autorisés à vivre sur les terres de la couronne. Les serfs étaient autorisés à vivre sur les terres du seigneur, c'est-à-dire du seigneur féodal, dans la portion de terre qui leur était assignée pour y vivre et y travailler. Les serfs avaient le droit de cultiver la terre, d'élever du bétail et de l'utiliser uniquement pour leur propre subsistance et celle des autres. Alors, si on parle de leur propre subsistance et celle de leur famille, mais il y a quelque chose qui se passe. En contrepartie, ils devaient remettre une partie de leur production au seigneur féodal. Une partie des récoltes en payant l'équivalent en argent ou même en travaillant quelques jours comme serviteur dans le village ou même en travaillant quelques jours comme serviteur dans le palais du seigneur féodal. Le système que j'ai décrit est celui qui prévalait dans les zones rurales. Mais dans les grandes villes européennes, il y avait quelque chose de différent. Les paysans n'y vivaient pas, mais il y avait surtout des marchands qui faisaient partie d'un groupe d'individus.
et les marchands qui faisaient partie d'une troisième classe sociale, c'est-à-dire la bourgeoisie. Parce qu'il faut qu'on en parle. Alors, la bourgeoisie, contrairement aux paysans, les artisans et les marchands n'avaient pas besoin des terres pour cultiver et subsister. Donc, pas besoin d'être soumis à un seigneur féodal. Les villes sont sous la juridiction directe du roi. Alors, bien que les taxes doivent être payées directement à la couronne, elles sont généralement moins élevées que les taxes que les paysans doivent payer à la couronne. Les impôts que les paysans devaient payer aux seigneurs féodaux. Et au fil du temps, les artisans ont perfectionné leurs techniques de production et ont commencé à s'intéresser à l'agriculture. Nous voyons que les techniques de production se sont perfectionnées et ils ont pu commencer à produire plus vite et mieux. Et lorsque l'Europe a consolidé ses voies d'exportation vers l'Amérique et l'Asie, la demande pour ces produits a explosé. Ces conditions ont permis aux artisans et aux marchands de prospérer d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. C'est ainsi que la classe bourgeoise est devenue le moteur économique de l'Europe. Les bourgeois n'avaient pas les titres de noblesse, ni le raffinement de la noblesse, mais ce qu'ils avaient, c'était beaucoup et surtout beaucoup d'argent. Ils avaient tellement d'argent que certains d'entre eux ont même créé les premières banques d'Europe. Les premières banques du monde étaient maintenues, ou alors étaient maintenant la bourgeoisie. Ils prêtaient de l'argent au roi, qui prêtait de l'argent aux chefs du clergé et de l'armée, mais ils n'avaient pas d'argent. C'est ici que l'on commence à voir des frictions entre la noblesse et la bourgeoisie. L'agriculture générait beaucoup d'argent, mais une partie de cet argent servait à payer les taxes de plus en plus lourdes prélevées par le roi. Et si le roi pensait à faire la guerre là-bas, qui sait où, ou alors à coloniser les territoires lointains de l'Europe, il n'avait pas d'autre choix que de s'en débarrasser. Il prenait l'argent de la bourgeoisie et commençait à jouer aux soldats avec. La bourgeoisie avait le pouvoir économique, mais ce qui lui manquait encore, c'était le pouvoir politique. C'est ainsi que, du XVIIe au XIXe siècle, les révolutions ont commencé à prendre forme en Europe sous l'impulsion de la bourgeoisie. En Europe, les révolutions dirigées par la bourgeoisie ont vu le jour, qui visaient à réduire et, dans certains cas, à exterminer le pouvoir des monarchies. À la suite de ces révolutions, peu à peu, en Europe, les parlements et les républiques s'établissent. Les membres de la noblesse sont éliminés ou deviennent de simples ornements diplomatiques. Mais il est clair pour tout le monde que le pouvoir a changé de main et que le nouveau roi est le capital. C'est là la transition et c'est d'où nous allons maintenant aborder le capitalisme. En fait, la bourgeoisie qui a renversé les monarchies devient dans le capitalisme la classe dirigeante. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Se souvenant de leur humble origine d'artisans et de marchands, est-ce qu'ils vont construire une nouvelle ville? Les artisans et les marchands vont construire un monde plus juste, plus égalitaire et plus fraternel? Bien sûr que non. La bourgeoisie va maintenant jouer le rôle d'exploiteur, avec l'argent qu'elle a accumulé au fil des générations.
L'argent qu'ils ont accumulé au fil des générations, les bourgeois vont acheter des terres. Ils vont acheter des matières premières. Et avec l'événement de la révolution industrielle, ils vont acheter des machines nécessaires pour transformer cette matière première en marchandises à grande échelle. Mais comme nous le savons, il ne sert à rien d'avoir des machines si l'on n'a pas d'hommes, si l'on n'a pas de personnes pour les faire fonctionner. Et c'est là que les personnes dépossédées de leurs biens se sont retrouvées. Les dépossédés entrent en jeu. Ce qui forme la classe sociale du prolétariat. Le prolétaire est celui qui n'a rien, qui n'a pas la terre, il n'a pas de machine. La seule chose qu'il possède, c'est son corps. La seule chose que possède le prolétaire est sa force de travail. Il est obligé de l'échanger contre un salaire pour pouvoir se loger et nourrir sa famille. C'est la dynamique dans laquelle la bourgeoisie exploite le prolétariat. Le fait que la bourgeoisie exploite le prolétariat n'est pas très nouveau. En fait, il est très similaire à la façon dont les seigneurs féodaux ont exploité le prolétariat, à la façon dont les seigneurs féodaux exploitaient les serfs dans le féodalisme. Le seigneur féodal donnait aux paysans le droit d'exploiter les serfs. Le seigneur féodal donnait aux paysans la possibilité de produire de la nourriture en leur prêtant ses terres. Une partie de la production est conservée par les paysans pour leur propre consommation, mais une autre partie de la production, appelée tribut, allait dans les poches du seigneur féodal. Le capitalisme bourgeois qui possède les matières premières et l'usine donne aux travailleurs la possibilité de produire des biens en les transformant, donne aux travailleurs la possibilité de produire des biens en leur prêtant son usine et ses matières premières. Une partie de la production est conservée par les travailleurs sous forme de salaire, mais une autre partie va dans les poches du capitaliste sous forme de dividendes, sous forme de profit, ou comme l'appelle Marx, la plus-value. Les esclavagistes volaient la production totale de leurs esclaves. Les seigneurs féodaux volaient une partie de la production de leurs paysans sous forme de tribut. Et c'est ce qui faisait du féodalisme un système injuste. Les capitalistes ont volé une partie de la production de leurs travailleurs sous forme de tribut. Et c'est ce qui fait du capitalisme un système injuste. Le capitalisme est un système injuste. Et vous pourriez être l'esclave le plus choyé et le plus aimé de votre maître. Vous resteriez quand même un esclave à part entière. Alors, vous voyez que vous pourriez être le paysan le plus gras, le plus heureux de tout le fief. Vous seriez toujours exploité. Tu pourrais être le paysan le plus gras ou le plus heureux. Mais, tu serais quand même volé. Si vous êtes le travailleur le mieux payé du monde, le salaire que vous recevez n'est qu'une fraction de la valeur totale de votre travail. Une fraction de la valeur totale que vous générez pour votre, pour votre entreprise. Certains économistes libéraux pourraient affirmer qu'un contrat de travail conclu entre un capitaliste et un travailleur est un pacte conclu entre un capitaliste et un travailleur. En d'autres termes, personne ne force
Le travailleur a accepté un travail. Le travailleur peut refuser l'offre d'emploi si le travail ne lui semble pas équitable, si les conditions lui semblent injustes. Le travailleur peut simplement refuser l'offre de travail. Mais Karl Marx estime que ce contrat de travail entre un capitaliste et un travailleur est un pacte conclu entre deux sujets libres. Le contrat de travail entre un capitaliste et un ouvrier se déroule dans des conditions tout à fait inégales entre les deux. Oui, c'est vrai. En fait, un capitaliste qui n'a pas les travailleurs dont il a besoin va avoir des coûts. Il va avoir les coûts d'une usine, des coûts de stockage des matières premières. Ces machines vont être évaluées. L'inflation va arriver, c'est vrai, mais pour les grands capitalistes, ces coûts ne mettent pas leur survie en danger. Ils mangent que l'usine fonctionne ou non. Mais la situation du prolétaire est différente. Si le prolétaire n'a pas de travail, il ne mange pas. La même chose dans sa maison. La famille commence à s'endetter. Pour que le prolétaire ait un travail, s'il s'agit d'une situation de survie, dans un contrat de travail, un grand capitaliste et un ouvrier ne sont pas dans la même situation d'urgence et de nécessité. Ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Et les grands capitalistes profitent de cette situation de nécessité, profitent de cette situation d'inégalité pour en tirer profit. Rompre avec Hegel. Rupture avec Hegel. Souvenez-vous, au début de la vidéo, nous avons dit que Karl Marx avait été formé philosophiquement avec l'interprétation la plus révolutionnaire des idées de Hegel. Et comme nous l'avons vu jusqu'à présent, ils sont tous les deux d'accord sur plusieurs points. Ils pensent tous deux que l'histoire de l'humanité est une histoire de progrès. Tous deux pensent que le progrès atteindra un jour son état de plénitude maximale. Ou alors, nous vivrons tous en harmonie dans le monde, dans un monde juste, beau et cool. Tous deux pensent que le chemin du progrès que l'humanité est en train de parcourir passe par le conflit. Mais sur ces derniers points que les philosophes, ou alors que les philosophies de Karl Marx et de l'hégémonie de Hegel se rejoignent, les philosophies de Marx et de Hegel divergent, car la nature du conflit n'est pas la même pour Hegel que pour Marx. La nature du conflit n'est pas la même pour Hegel que pour Marx, qui pense que pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait un conflit d'idées. Il y a une idée, appelons-la thèse, qui va se heurter à une autre idée. Cette idée va se heurter à une autre idée. Et du choc entre les deux va naître une nouvelle idée que nous appellerons l'antithèse, qui contiendra les deux, mais sera en même temps meilleure que les deux. Mais voici ce qui est important. Pour Hegel, ces idées qui entrent en conflit sont à l'origine immatérielles. Mais nous pouvons observer le processus dialectique lorsque ces idées immatérielles sont en conflit. Lorsque ces idées
immatériel se matérialise dans les actions humaines. Dans les institutions humaines, pour Hegel, l'immatériel donne naissance au matériel. Et c'est dans cette partie que Karl Marx ne sera plus d'accord avec Hegel. Le progrès est et par le conflit. Oui, il sera d'accord avec Hegel, mais ce n'est pas un conflit entre des idées immatérielles. Il ne s'agit pas d'un conflit entre des idées immatérielles qui se matérialisent ensuite dans des actions et des institutions humaines. Non, pas pour Marx. C'est un conflit entre classes sociales. La classe des oppresseurs et la classe des opprimés. Et un conflit entre les esclavagistes et les esclaves. Il y a le féodalisme qui est déjà une avancée sur l'esclavage. Alors, il y a un conflit entre les féodaux et les féodaux. Il y a ensuite un conflit entre les seigneurs féodaux et la bourgeoisie. Puis, il y a quelque chose de nouveau. Le capitalisme, qui représente un progrès par rapport à l'esclavagisme et qui représente une amélioration par rapport au système féodal. Il y aura alors un conflit entre la bourgeoisie et les seigneurs féodaux. Un conflit entre la bourgeoisie et le prolétariat. Et quelque chose de nouveau va être produit. Cette dialectique est différente de celle de Hegel. La dialectique de Hegel considérait que la réalité matérielle avait son origine dans une réalité immatérielle. Et Karl Marx rompt avec la dialectique de Hegel parce qu'il pensait que cette force immatérielle agissait à travers les êtres humains pour se déployer à travers la nature et les institutions afin d'amener l'humanité à son état. Marx rompt avec la dialectique de Hegel, car pour Karl Marx, il n'y a rien au-delà du matériel. Et donc, seule une dialectique matérialiste peut donc être utilisée pour l'expliquer. Et pour cela, nous allons parler de la superstructure. La superstructure, dans la conception matérialiste de Karl Marx, en fait, il n'y a pas de place pour les dieux sans matériaux. Pour Karl Marx, ce ne sont pas les dieux qui ont créé les êtres humains, mais les êtres humains qui ont créé les êtres humains. Ce ne sont pas les dieux qui ont créé les hommes, mais les hommes qui ont créé les dieux. Ceci dit, il faut préciser que Karl Marx ne ridiculise pas la religion, ni ne pense que les religions ont été créées par les dieux. Il ne pense pas non plus que les religions ont été créées pour contrôler les masses. Karl Marx ne pense pas que les religions soient la réponse logique des opprimés à la douleur de leur oppression. La religion, c'est l'opium qui apaise la douleur des opprimés. L'opium qui apaise la douleur de l'esclave. C'est l'opium qui apaise la douleur du cerf et c'est le paracétamol qui apaise la douleur du serviteur. Et c'est aussi le paracétamol qui calme la douleur du prolétariat. En tant qu'un mode de production oppressif qui continuera d'exister, les religions continueront d'exister. Or, la religion a été créée par les opprimés pour apaiser leur douleur. Il faut dire que les oppresseurs s'efforceront
de se l'approprier et de l'utiliser à leur convenance. L'oppresseur. Ici, la classe oppressive n'a pas trahi la religion, mais elle cherchera à s'en emparer parce qu'elle le peut, en tordant, en contrôlant les dogmes religieux. Elle inculquera aux opprimés les valeurs morales et les convictions qui facilitent leur oppression. Pour cette raison, il est de la plus haute importance pour la bourgeoisie de promouvoir une idéologie qui maintient l'ordre des choses, qui maintient le système qui leur profite et qui leur permet de s'en sortir. Et pas seulement à travers la religion, mais aussi à travers la culture, à travers la musique. Aussi par la culture, par la musique, par les films, par les livres, par la nouvelle, que lorsque vous sortez d'une salle de cinéma, vous en sortez inspiré à vouloir travailler plus dur pour votre employeur, afin d'avoir la vie dont vous rêvez. Une vie où, grâce à un travail acharné, vous pouvez passer du statut d'exploité à celui d'exploiteur. Une vie comme dans un film hollywoodien. La bourgeoisie s'empare de la religion, s'empare des médias, de la culture, de l'art, pour promouvoir son idéologie. Ce ne sont que des broutilles comparées à l'acte de prendre le pouvoir pour de nombreux, pour de nombreux philosophes. L'État est le défenseur du peuple. Mais pour Karl Marx, l'État est le défenseur des opprimés dans un système capitaliste. L'État s'emploie à défendre les intérêts de la bourgeoisie en s'appuyant sur l'intérêt ou alors les intérêts de la bourgeoisie. Les intérêts de la bourgeoisie sont détournés par la bourgeoisie. Le gouvernement adopte les lois pour maintenir, des conditions oppressives, pour prendre ou alors pour rendre les syndicats illégaux, pour exempter les riches de l'impôt, pour dicter des politiques éducatives visant à former la main-d'œuvre, visant à former une main-d'œuvre qualifiée et obéissante. Et lorsque dans un prolétariat ou alors dans un prolétariat indiscipliné, ils n'ont pas eu d'effet, les films n'ont pas eu d'effet, que la religion et le système éducatif n'ont pas eu d'effet, alors la bourgeoisie, par l'intermédiaire du gouvernement, déploie sa dernière ligne de défense, c'est-à-dire la police, les juges, la prison, l'armée, si nécessaire, tout pour maintenir le système oppressif dont ils bénéficient. La composante idéologique de la religion et de la culture, plus la composante politique, juridique, qui est produite par le pouvoir de l'État, forment ensemble ce que Karl Marx appelle le système oppressif. L'État forme ce que Karl Marx appellera la superstructure. Je dis bien la superstructure. L'ensemble des idées, valeurs et croyances qui forment le système oppressif. Les idées, les valeurs et les croyances qui façonnent la pensée d'une société particulière, en particulier la révolution. Alors, et parlant de la révolution, dans ces thèses, Karl Marx écrit ce qui suit. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Mais
Il s'agit de le transformer. Karl Marx veut améliorer le monde. Il rêve d'un monde où personne ne manque de santé, de nourriture ou de logement. Il veut que l'humanité soit capable de réaliser un mode de production dans lequel personne n'opprime personne. Il veut que l'humanité puisse parvenir à un mode de production dans lequel personne n'opprime personne. Mais comment y parvenir? La philosophie de Karl Marx configure ce que l'humanité doit faire. Ce qui, pour moi, est en gros un plan en 2 étapes. La première étape est la prise de contrôle de la superstructure par le prolétariat. Et l'étape numéro 2 est l'abolition de l'État, de la propriété privée et donc des classes. C'est l'objet du projet. C'est l'étape finale et c'est ce qu'on appelle le communisme. Étape numéro 1. La prise en charge de la superstructure, comme nous venons de le dire. L'étape numéro 1 consiste en la prise en main de la superstructure par le prolétariat. S'emparer de la superstructure, c'est-à-dire de la culture et de l'État. S'emparer de la culture, c'est lutter contre l'idéologie bourgeoise. C'est faire des films, des livres, des œuvres d'art qui ne reflètent pas ce qui convient aux intérêts des oppresseurs, mais qu'ils reflètent la vision des opprimés, qui montrent à quel point le monde est oppressif et injuste. Système dans lequel nous sommes immergés. Car pour Karl Marx, beaucoup de ceux qui sont opprimés n'ont même pas conscience qu'ils sont opprimés. Ils se trouvent bourgeois alors qu'ils sont réellement opprimés. Le prolétariat doit s'approprier de la culture. C'est le moyen de trier une conscience des classes. C'est la manière de réveiller et d'unir le prolétariat sous une cause visant à mettre fin à l'oppression. Alors, il doit y avoir un mouvement culturel. Mais en même temps, il doit y avoir un mouvement politique qui cherche à influencer les décisions du gouvernement, qui cherche à influencer les lois dictées par le gouvernement. En fin de compte, le prolétariat doit prendre le contrôle de l'État afin de pouvoir atteindre ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat est une phase transitoire qui doit préparer le terrain pour la phase finale, qu'est le communisme. Dans cette étape transitoire, les grandes fortunes des capitalistes seraient expropriées. L'État s'approprierait les moyens de production. L'État contrôlerait les banques, les moyens de transport, communication, agriculture, industrie, droit à l'héritage. Dans la philosophie de Karl Marx, la dictature du prolétariat est un mal nécessaire pour pouvoir atteindre la dernière phase, qui est le communisme. Pour l'étape numéro 2 du communisme, Karl Marx a toujours été très prudent lorsqu'il parlait du futur et donc d'un avenir communiste. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'il s'agit d'un retour triomphal à l'état de communauté, à la manière de production originelle des êtres humains. Quand nous avons expliqué les modes de production, nous avons dit que la communauté primitive était le mode de production originel des êtres humains. C'était la première façon dont nous nous organisions pour satisfaire nos besoins à une époque où il n'y avait pas de gouvernement, dans laquelle il n'y avait pas de propriété privée, dans laquelle il n'existait pas de classe sociale, dans laquelle aucun être humain n'exploitait un autre être humain. Une étape dans laquelle la communauté s'est régulée sans police, sans armée, sans dirigeants,
sans patron, le communisme de Karl Marx ne serait plus un communisme primitif, car maintenant, nous avons tous les moyens. Avantage que, par exemple, la technologie nous offre en termes de production alimentaire. Éducation, santé, logement, en termes de capacités productives dont nous disposons. Maintenant, pour tous les biens et services possibles dans le communisme, les usines, terres arables, les machines n'appartiendraient pas à la bourgeoisie comme c'est le cas dans le capitalisme. Ils n'appartiendraient pas à l'État comme il le serait dans le capitalisme, la dictature du prolétariat dans le communisme. Les usines, les machines, les terres arables appartiennent à la communauté. Et c'est la communauté qui, ensemble, organisera et décidera comment travailler et comment distribuer le fruit de leur travail. Pour que personne ne manque de rien. Eh bien, mes amis, nous avons maintenant atteint les notes finales. Maintenant, c'est la dernière partie de la vidéo où je me permets de donner mon point de vue sur ce qui a déjà été expliqué. Mais avant de donner mon point de vue sur la philosophie de Karl Marx, je voudrais d'abord apporter quelques précisions. Et bien sûr, la première chose que je dois dire, c'est que je suis d'accord avec Karl Marx sur le point que le système que nous avons peut et doit être amélioré. Il me semble que les êtres humains, nous aspirons à parvenir à un système économique dans lequel, au moins, tous les besoins, je parle surtout les besoins fondamentaux des gens, devront être couverts. Autrement dit, nous vivons dans un monde dans lequel personne ne meurt de faim. Personne ne manque d'un logement décent, ou personne ne manque d'une santé, ou encore dans un monde, un environnement, c'est-à-dire une situation dans laquelle personne ne manque ou ne manquera d'éducation qui peut être améliorée, ou encore faire muter le capitalisme afin qu'il puisse satisfaire les conditions de tous les habitants de la planète. Oui ou non, je pense que sa survie en dépend. Parce que s'il n'y parvient pas, alors nous devrons changer quelque chose de mieux. Ensuite, nous devrons tuer le capitalisme. Oui, le capitalisme, c'est insuffisant en tant que système économique aujourd'hui. Là où je n'y suis plus aussi favorable, où je ne suis plus d'accord avec les idées de Karl Marx, c'est où Marx porte, où Karl Marx parle de la question de la dictature du prolétariat. Cette phase qui doit être transitoire, qui prépare le terrain au communisme. En fait, je ne suis pas d'accord avec cette phase de transition, surtout parce que cette phase transitoire implique la censure. Cette phase transitoire implique le recours à la force de l'État pour combattre les idées d'opposition et passe l'utilisation des ressources du système juridique pour agir contre les opposants. Et d'une certaine manière, cela nous fait comprendre que pour le marxisme, la fin justifie les moyens. Je n'en ai pas un objectif très louable, qui est surtout d'instaurer le communisme. Mais pour y parvenir, je dois faire des choses correctes. Ou alors, est-ce que je dois faire des choses mauvaises, pour ne pas dire laides? Je dois me salir les mains. Je dois casser des œufs pour pouvoir faire l'omelette. Oui. Eh bien, ce qu'on a vu tout au long de l'histoire n'est pas un échec parce que le communisme, en réalité, n'a pas existé.
Une société communiste n'a pas existé, à moins de compter le communisme primitif, mais il n'a pas existé à notre époque. De société communiste, personne n'y est arrivé. Ce que nous avons vu, je crois, a été l'échec de la dictature du prolétariat lorsque les dirigeants du Parti communiste d'un pays arrivaient au pouvoir, soi-disant, pour faire cette transition. Eh bien, j'ai l'impression qu'ils aiment vraiment le pouvoir. Pas qu'ils aiment le pouvoir. D'une certaine manière, ils trahissent la révolution. Du moins, c'est ce qui me donne l'impression. En fait, l'impression qu'en examinant l'histoire, il semble que c'est révolutionnaire. Les gens ardents prennent goût au pouvoir. Il y a eu une trahison de la révolution, comme il y a eu une trahison de la bourgeoisie, car il y a aussi une trahison des dirigeants des partis communistes. Je parlerai par exemple de Albert Zola, qui compare le communisme à une foi. En fait, sans Dieu, vous avez une religion. Et je pense que c'est une comparaison assez juste. Tout comme une foi, tout comme une religion, le communisme promet un paradis. Mais pour atteindre ce paradis, nous devons faire des sacrifices dans le présent. Et alors, ils nous promettent ce futur paradis. Mais pour l'avoir dans le présent, nous devons sacrifier nos droits de l'homme. Nous devons sacrifier quelques problèmes concernant l'économie et ainsi de suite. Peut-être que je ne pourrai même pas profiter de cet avenir, de ce paradis, pas moi, mes enfants ou mes petits-enfants. Ou du moins, c'est la promesse qui m'est faite. Je ne pense pas que le marxisme soit une tromperie. Ce que je pense, c'est qu'il est nécessaire. Pratiquement, un saint ou un groupe de saints qui libère vraiment, d'une certaine manière altruiste, un mouvement politique de cette nature, un groupe de personnes qui, lorsqu'elles arrivent au pouvoir, ne tombent pas malades. Avec lui, c'est-à-dire, ne soyez pas étourdis par le pouvoir. Je pense que le marxisme est une foi. Et je le pense vraiment. Avec beaucoup de respect, le marxisme est une foi. Pourquoi? Parce qu'il repose aussi sur des dogmes. Le fait de croire que l'histoire de l'humanité est un progrès. Que déjà pour moi, cela me semble vraiment être un dogme. Il y aura ceux qui pourront dire non, oui. Regardez, si vous vérifiez l'histoire de l'humanité, eh bien, vous voyez qu'en ce moment, nous sommes meilleurs qu'avant. D'accord. Mais il y a eu des progrès jusqu'à maintenant. Cela ne veut pas dire qu'il y a encore du progrès, ni quelque chose a été présenté comme cela dans le passé. Et qu'il y ait une tendance dans le passé ne signifie pas que cela va devenir une réalité dans le futur. On ne peut pas parler de probabilité, mais aucune certitude. Alors, il y a une foi. Je parle de la foi. Que l'histoire de l'humanité est un progrès et que le progrès va se produire, se réaliser à un point maximum dans l'histoire. On ne peut pas dire que la fin de l'histoire soit meilleure que d'être à son apogée, et très probablement. Revenons en arrière, si le communisme nous dit qu'il y aura un retour aux sources, la communauté ne pouvait pas non plus avoir un moyen de production qui va être dans la communauté 2.0. Eh bien, ayant également pu voir, ou alors, si nous parlons de l'esclavage 2.0 et la féodalité 2.0, et peut-être sommes-nous dans un cercle dont nous ne pouvons pas sortir. On peut sortir, je ne sais pas, mais
Je ne sais pas, mais bon, ceci dit, je dois le faire. Décider que j'ai essayé l'activité du marxisme, l'acte de décider que les choses peuvent être améliorées. Et je vois que vous avez peut-être une vision critique du monde intellectuel, mais je vois que ça marche. Dans le monde politique, je vais travailler dans le monde artistique. Je vais travailler dans le monde culturel pour que ces changements que je vois, ou alors ces changements que vous voyez avec moi, poussent le monde à revenir au cap. C'est donc une attitude que je crois qu'on devrait combiner entre les intellectuels et surtout les mettre en pratique, plus précisément dans un monde dans lequel le capitalisme n'a pas su résoudre les problèmes des besoins fondamentaux des habitants. Une critique sérieuse à ce sujet, c'est-à-dire système capitaliste et le marxisme, c'est vraiment une dispute, c'est vraiment un débat très houleux. Je pense que d'une manière générale, la grande question est de savoir si un jour les êtres humains, ensemble, en tant qu'espèce, nous parviendrons à résoudre notre égoïsme dans ce monde. Enfin, j'aimerais connaître vos réflexions sur la philosophie marxiste. Et je vous invite à les partager avec moi en écrivant des commentaires. J'en profite pour remercier les personnes qui soutiennent ce projet de divulgation philosophique. En tant que membre de ma chaîne YouTube, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et partagez-la avec un camarade, un ami, une amie, un collègue, une connaissance. J'apprécie vraiment votre attention. À la prochaine. Au revoir. C'était le Chevalier Solitaire. Bonne nuit et bonne chance. Demain sera un autre jour.